Bienvenue dans Oser Vrai, le podcast qui t'aide à oser, réalisé pour et par les zèbres. C'est une aventure, un lieu de rencontre et d'exploration. Dans chaque épisode, une femme, entrepreneuse ou pas, passionnée et passionnante, inspirante et sensible, répond à mes questions et te partage ses émotions, ses vécus, ses challenges et ses secrets de zèbre. Dans chaque épisode, tu te reconnais un peu, beaucoup à la folie. Tu te reconnectes à toi, à tes ressentis, pour t'autoriser à être toi-même, faire de tes rayures de vrais rayons de soleil et entreprendre ta vie selon tes règles de jeu. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Oser Vrai, le podcast que j'espère vous aide à oser. J'ai une immense joie de rencontrer aujourd'hui, vous proposer cette rencontre avec Anne-Valérie Raucourt. Je pense que vous la connaissez, vous la voyez passer sur les écrans, dans les posts, etc. Moi, très franchement, je ne la connais pas personnellement, puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger trop souvent, mais en revanche, on se suit sur les réseaux et ce que partage Anne-Valérie et ce qui elle est me touche profondément. C'est pour ça que j'ai cette chance de l'avoir avec moi aujourd'hui. Et elle a dit oui. Anne-Valérie, et j'ai noté plein de choses sur mon post-it. C'est une personne qui vient du monde de finance. C'est une serial entrepreneuse. C'est une joie personnifiée. C'est une personne qui a touché à la spiritualité, aux méditations, qui est auteur, et déjà plusieurs fois auteur, et plein d'autres choses. Mais je pense que je le ferai très mal si je le présentais. Du coup, Anne-Valérie, je t'invite à te présenter tel que tu as envie de te présenter. Voilà qui tu es. Rien que ça. Alors déjà, merci infiniment, Vesselina. Je suis très heureuse d'être là avec toi, de partager ce merveilleux moment avec les auditrices, les auditeurs. C'est vraiment une joie, un honneur pour moi de passer ce moment ensemble. En effet, on ne se connaît pas encore beaucoup, mais on se connaît quand même un petit peu. Et ça, c'est la magie des rencontres sur les réseaux. Alors, répondre à cette question qui suit sans tomber dans un grand gouffre philosophique. Merci déjà pour ta présentation pétillante et pétillante. Alors, si je prends aujourd'hui, je suis, comme on dit, business coach. J'accompagne spécifiquement des femmes entrepreneurs, plus particulièrement des femmes atypiques, et c'est à celles-ci, je crois qu'on s'adresse aujourd'hui. Et je les accompagne à développer leur business, comme j'aime à dire, hors des normes. Donc, des femmes qui se sentent hors des normes et qui ont envie de créer leur œuvre, leur business, leur activité hors de ce cadre dans lequel on s'est si souvent, si longtemps laissé enfermer jusqu'à être déformé dans ce conformisme. Et vient le moment où, en tant qu'entrepreneur, c'est justement l'opportunité, enfin, de créer quelque chose qui rassemble toutes ces parties de nous et qui nous ressemble vraiment. Donc ça, c'est mon maintenant. Et puis, comme tu l'as dit, je suis serial, pas killer, entrepreneur. C'est ma quatrième entreprise. J'ai pris le virus en 2010. Donc ça fait, au moment où on enregistre ce podcast, 14 années. Je suis sur ce chemin-là, dans différentes activités, un parcours que certains qualifient de chaotique, d'erratique. Euh, et c'est une vision de la chose. Il est aussi le reflet de certaines de mes caractéristiques, de mon atypisme, de certains défis que j'ai rencontrés. Et aujourd'hui, je me sens vraiment bien dans cet accompagnement des femmes qui méritent tant de prendre leur place, qui parfois ça gêne nos entournures, elles ne savent pas comment s'asseoir sur leur propre trône. Et je les aide en cela. Et on est, toi et moi, sur la voie de l'entrepreneuriat. Et pour moi, il n'y a pas plus beau véhicule que ça pour tracer notre sillon sur cette belle terre sur laquelle on a été planté un jour. Carrément. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, l'entrepreneuriat, je crois que c'est l'outil de développement personnel le plus fort qu'il soit parce qu'il est tout dans l'expérimentation, entièrement non pas juste dans la réflexion, introspection, mais dans l'expérimentation. On va rentrer dans le vif du sujet parce que dans ta présentation, tu m'as donné plein de fils à tirer dans cette pelote. Tu as parlé déjà des atypies ou des choses
qui ont fait que ton parcours aurait pu être considéré comme erratique ou chaotique et que tu ne le considères pas comme ça, j'ai bien entendu. Quelles sont ces choses que tu as envie de partager avec nous qui ont pu t'opposer, peut-être des... hmm, que tu as dû passer, expérimenter, tourner, détourner lors de ton parcours? Hmm. Quand tu me poses cette question, je me dis jusqu'à quel nœud je remonte dans le fil du parcours. Je pourrais remonter jusqu'à ma toute petite tendre enfance. Mais si je prends depuis le début de mon parcours d'entrepreneur, et on va commencer là, et ça fait déjà un fil de 14 années, j'ai eu le sentiment que dès le début, j'étais confrontée aux défis qu'on a toutes en tant qu'entrepreneur, et on en a des sacrés, des défis, de s'exposer, se montrer, affronter le rejet, euh, vivre beaucoup d'intensité émotionnelle, beaucoup d'oscillations, traverser beaucoup d'émotions difficiles, euh, être ouais, dans un travail qui peut être, et je pose le mot dur, parfois c'est dur, parfois on est dans le dur. Et avec cette quête de sens, d'excellence qui frôle parfois la perfection, et tout ça, ça peut nous plonger dans des abysses ou des abîmes. Et j'avais le sentiment que, OK, tout le monde vit ça en tant qu'entrepreneur. On achète ça. Heureusement que je crois la plupart du temps, on est assez innocente sur le fait qu'on achète ce billet-là quand on choisit de devenir entrepreneur. Je crois qu'aujourd'hui, autrement, beaucoup ne prendraient pas le billet pour ce voyage-là. Vaut mieux pas qu'on soit trop. C'est bien d'être un peu averti, mais pas trop. Et j'avais le sentiment que je vivais ça, mais de manière plus âpre, plus intense, plus douloureuse que beaucoup d'autres. Et ça, c'était le reflet de difficultés que j'ai toujours vécues au cours de mon parcours, où tout me semblait amplifié, tout me semblait plus rugueux quelque part, plus âpre, plus aigu. Et c'est la raison pour laquelle, il y a 1 an et demi, étant vraiment épuisée, et quand je dis épuisée, au cours de mon parcours d'entrepreneur, j'ai atterri 2 fois à l'hôpital quand même. Euh, Quel nom ça porte? Est-ce que c'est un burn-out ou autre chose? Je ne sais pas. Ça n'a pas été étiqueté à l'hôpital de burn-out et je pense que c'est pas tout à fait ça. Mais qu'est-ce que c'est? On va pas rentrer là-dedans, c'est pas notre sujet. Euh, et il y a 1 an et demi, j'étais vraiment fatiguée, mais vraiment d'une profonde lassitude, fatigue, presque fatigue face à la vie en fait, celle qu'on connaît quand on est de ces femmes qui se suradaptent, qui font tout pour se surconformer, euh, jusqu'à plus savoir qui on est en fait. Et il y avait cette phase où je suis passionnée par l'entrepreneuriat, passionnée par ma mission, passionnée. Il y avait cette flamme vraiment vivante et vivace. Et à côté de ça, il y avait une partie de moi qui était vraiment étiolée et rétrécie et rétractée quelque part. Donc c'est là que je me suis lancée dans le processus d'exploration à la rencontre de qui je suis, processus que j'ai entamé depuis une bonne vingtaine d'années sur tous les chemins du développement personnel et spirituel, dans des tas de stages, de formations, de certifications, de rencontres de gourous énergéticiens et autres experts en plein de choses plus ou moins perchées, parfois beaucoup plus que moi. Mais je me suis jamais rencontrée aux 4 coins du monde. Mais je me suis jamais rencontrée. Un petit peu plus chaque fois, mais pas jamais assez. Et donc, je me suis dit, bon, je vais aller voir du côté de ce qui se passe vraiment dans mon cerveau, parce qu'il y a quand même des psys, il y a des psychiatres, psychologues, neuropsychologues qui peuvent nommer des choses et peut-être que je vais enfin comprendre. Donc, je me suis lancée là-dedans avec cette idée, bon, je vais aller voir si j'ai un HPI, puisque j'avais quand même pas mal d'indices depuis toute petite. J'avais lu des dizaines de bouquins, je crois que j'ai dû lire tout ce qui existe en français, en anglais. Et je me disais, ah ouais, il peut y avoir de ça, mais il y a autre chose quand même. J'ai pas, je coche pas tous les trucs. Et en fait, c'était plutôt inquiétant qu'autre chose. Parce que ma vraie peur, c'était qu'on me dise, ah non, t'as pas un super QI, t'as un sous-QI. En fait, tu ressembles plus à un bigorneau qu'à un zèbre. Et ça aurait été terrible en fait, parce que
Ça m'aurait ramené à quelque chose que j'avais pas du tout envie d'entendre. Mais là, je me suis dit, ok, j'y vais, je suis prête à tout, même si j'ai un QI de bigorneau, même si la maladie est plus grave que ce que je crois, je veux savoir. Donc, je me suis lancée dans tous ces processus, ces tests, ces entretiens, batterie de psy, tout ça. Mm. Et c'est là, il y a tout juste un an, tu vois, c'était en août de l'année dernière, août 2023 que j'ai reçu ce double diagnostic de, pour le coup, très haut potentiel intellectuel et trouble du spectre autistique, qui a été une grande révélation pour moi, euh, de enfin pouvoir relier plein les points, tous les points de mon histoire, comme ces dessins d'enfants où il y a plein de petits points sur une feuille et puis tu suis les numéros et ah, un zèbre, un dinosaure. Et donc, ça, j'ai pu enfin relier des points. Et voilà, quel soulagement de pouvoir donner du sens à cette histoire. Et puis, évidemment, ça a entamé tout un processus de questionnement sur qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant? Comment je vais davantage honorer mes besoins? Quelles autorisations nouvelles je vais me donner? Mais, et je vais juste finir avec ça. J'ai tout de suite décidé, parce que ça a été quand même un cataclysme. Aujourd'hui, je le vois, ça fait un peu plus d'un an, mais ça a été quand même un cataclysme. Le sentiment que j'avais au cours des décennies construit un château de cartes qui était très joli, très bien, voilà, très bien exposé, mais ultra fragile. Et là, d'une pitchounette, chou, tout avait volé en éclats. Et j'avais le choix là de laisser tout par terre et de me dire, ah bah avec tout ça, bah évidemment que c'est compliqué pour moi et j'abandonne, je renonce, ou je m'empare de ça, je lui donne du sens, j'en fais un cadeau tout de suite. Et c'est là que j'ai décidé de créer le premier sommet que j'ai lancé en janvier dernier, Mm. euh, Entrepreneur hors des normes, qui m'a tout de suite invité à m'exposer dans ma singularité, à en parler. Ma tentation première, c'était évidemment de le cacher, de pas dire. Parce que Ok. quand j'ai commencé à en parler, par exemple, à ma famille, je pense à mes parents, ça a été extrêmement mal perçu. Et donc, je me suis dit, OK, tu vas en faire un message, tu vas ouvrir une voie, tu vas montrer des possibilités avec ça. Donc j'ai lancé le sommet et puis j'ai commencé à écrire mon livre et tout ça a commencé à se mettre en place. Et aujourd'hui, mais vraiment, je peux le crier haut et fort, je le vois vraiment comme un cadeau. Même s'il y a eu plein de chaos, il y en a eu des sacrés chaos. J'ai pas, même pas envie de dire à cause de ça, avec ça. Mais aujourd'hui, c'est ce qui nous permet aussi, par exemple, d'être là ensemble. Et ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau, carrément. Et tu vois, c'est marrant comment j'adore ces entretiens qui sont complètement, ces interviews qui sont complètement spontanées. Je note très peu de questions et je me laisse vraiment le chemin de l'échange. Et tu réponds à des questions, tu sais que j'aurais pu te poser, tu réponds les unes après les autres comme ça. Et j'adore parce que je t'écoute avec une grande joie. Tu as cette capacité impressionnante de trouver des super mots, des bons mots, des mots justes. Est-ce que ça a toujours été avec toi depuis toujours ou c'est récent, depuis que tu es auteur peut-être, je ne sais pas. J'ai toujours eu un amour des mots. Hmm. Toujours. Les mots, pour moi, alors déjà, je vois les mots d'une certaine manière, ils ont des couleurs, etc. Ça, Putain. c'est Je les voilà. vois aussi tes couleurs, enfin je vois des couleurs dans tes mots, c'est ça qui est impressionnant. J'ai une relation. Pour moi, les mots sont des entités vivantes Hmm. depuis toute petite, très petite. Les mots ont été en fait mes compagnons. Euh, Par plusieurs aspects, j'avais quasiment pas d'amis. Pour moi, c'était très longtemps très difficile d'entrer en relation, de créer des relations, de nourrir des relations, et encore aujourd'hui à un certain degré. Donc j'étais une petite fille très très sauvage, très solitaire, et plongée dans des livres. Et très tôt, j'ai lu très tôt, j'ai lu beaucoup. Euh, et les mots étaient mes amis, en fait. Ces amis que je n'avais pas dans la vraie vie, ils étaient dans les mots. Et je les ai vus vraiment quasi comme des amis vivants à travers les livres, les pages, les phrases et les mots. Et je les aime. Et j'aime les manier, j'aime écrire. Alors, j'ai peut-être aussi comment dire, quelque chose de familial. Ma mère est écrivain, mon père est expert dans un domaine, écrivait. Donc, j'ai aussi baigné dans un univers entouré de livres, de l'amour des mots, de ce respect des mots, ce respect de l'écriture. Donc, voilà, c'est toute une conjonction de choses. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai une immense joie à parler. L'amour des mots m'a aidé à
à prendre la parole là où j'étais pétrifiée à l'idée de le faire, en fait. J'ai fait Hmm, comme pour donner vie à ces mots qui voulaient me traverser. C'est un rapport très particulier. hmm. Est-ce que c'est peut-être le moment de parler de ton dernier chef-d'œuvre qui va sortir là bientôt, qui sort dans 4 jours, 5 jours, c'est ça, le 1er octobre, je crois. Est-ce que tu veux en parler maintenant? Parce que je ne sais pas comment notre entretien va se dérouler. Je pense que c'est important. Mais avec grand plaisir et merci beaucoup de m'offrir cette opportunité. Et je suis encore dans cette phase où j'apprends à en parler parce qu'en effet, mon livre qui s'appelle Femmes hors des normes sort au moment où on enregistre le 1er octobre. Donc tout bientôt, on y est presque. Et j'ai déjà écrit un livre il y a 5 ans. Donc il y a eu un espace de 5 ans entre le premier et le deuxième, avec dans cet espace une envie d'écrire qui était toujours là. Et je sais que tu as écrit aussi et que tu sais à quel point c'est un processus engageant, un processus exigeant qui prend non seulement du temps, de l'espace dans nos journées, mais de l'énergie, de l'espace mental. C'est une relation amoureuse qu'on tisse avec ce livre. Et j'avais plein d'idées pendant ces 5 années, mais aucune qui était assez vivante pour me faire passer le cap de me dire, allez, ok, je me lance et vraiment je le fais. Parce que derrière ça, j'ai une valeur engagement qui est très forte et je sais que quand je m'engage à écrire un livre, je veux aller au bout. Et donc, quand j'ai appris, comment on appelle ça, double exceptionnalité, tout de suite, j'ai commencé à écrire pour m'aider à trouver le sens, à entrer en amitié avec cette singularité qui m'était donnée. Donc j'ai écrit, j'ai réécrit des petits bouts de mon histoire, plein de choses comme on peut faire pour avoir envie de connecter, de relier les choses. Et puis au fil de l'écriture, ça devenait de moins en moins haché, déstructuré. Il y avait comme une forme qui prenait, une harmonie qui se créait entre ces petits bouts de texte de carnet. Et en même temps, je voyais beaucoup de femmes qui venaient à moi parce que je commençais à m'exprimer, à prendre la parole sur la singularité, oser faire la différence par sa différence. Il y avait des femmes qui venaient à moi en me disant, mais merci d'en parler, ça m'aide vraiment, ça m'ouvre une voie possible pour moi. Je me dis, mais en fait, j'ai un message à porter avec tout ça. Et donc, au 1er janvier, j'ai décidé d'écrire ce livre qui honore son nom en étant un petit peu inclassable. Parce que c'est pas vraiment un livre business, même si je parle d'entrepreneuriat. C'est pas un livre sur l'atypisme, même si j'en parle. C'est pas une autobiographie, même si je raconte plein de petits bouts d'histoire de moi. Euh, c'est pas un livre de dev perso, même si j'aborde des concepts de dev perso, c'est un petit peu de tout ça. Et c'est vraiment l'intention du livre, c'est d'aider les femmes, mais les hommes aussi, parce que je parle au féminin, mais voilà, on a tous notre part masculine et féminine, d'aider les femmes, celles qui se sentent étranges et du coup un peu étrangères à ce monde. Et c'est mon cas. Ça l'a été, et j'ai même pas envie d'en parler au passé parce que c'est en fait encore ce que je ressens à certains endroits. Les aider à aimer leur singularité, à aimer cette vie, à prendre leur place et à vivre la vie la plus joyeuse, épanouie, libre et prospère possible. Donc, voilà, j'ai voulu vraiment un livre qui, avec des surprises dedans. Je vais pas en parler puisque c'est des Non. surprises, donc je vais rien dire. Mais voilà, voilà un livre qui est un compagnon de route pour toutes celles qui se sentent singulières. Hmm. C'est très beau ce que tu dis. Qu'est-ce que tu aimes chez toi le plus? C'est une question comme ça qui m'est venue quand j'ai écouté, parce que tu parlais de ces femmes qui ont peut-être des difficultés à prendre leur place et peut-être s'accepter aussi. J'ai entendu ce côté accepté par rapport à ce monde et par rapport à qui elles sont. Et toi, c'est quoi que tu... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu adores chez toi? Peut-être que tu en as même pas parlé, peut-être que tu auras l'occasion d'en parler là maintenant. C'est une super question que tu me poses là, Célina. Et c'est intéressant parce que, alors peut-être que ma réponse va être un petit peu colorée, parce que tout à l'heure, j'ai animé une conférence pour des grandes entreprises sur le thème de la joie, qui est le thème de mon premier livre d'il y a 5 ans. Et c'est pas tout à fait anodin, c'est pas du tout un hasard si j'écris mon premier livre sur la joie au travail. Et je crois, ce que j'aime en moi,
vraiment. C'est, je crois, ma capacité à être, à avoir un lien intime, de complicité avec la joie. Hmm. Et je crois que cette capacité-là, c'est vraiment ce qui m'a sauvée et ce qui m'a permis de m'ancrer sur terre, d'apprendre à naviguer dans ces eaux où si longtemps je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Comme beaucoup d'entre nous qui sommes atypiques, et dans atypique, je mets plein de choses, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et on a beau courir dans cette quête du Graal du sens, on n'y arrive pas. Et il y a eu toujours en moi cette petite étincelle de la joie, qui dans mes moments les plus sombres, et j'en ai vécu des moments sombres, a toujours été là et s'est remise à pétiller, à scintiller pour me ramener à cette beauté de cette vie sauvage, de cette vie cruelle, de cette vie folle, trépidante, palpitante, et de cette chance fondamentale qu'on a d'être en vie. Donc c'est vraiment cette capacité à reconnecter à la joie qui m'a jamais lâchée. Ça me touche beaucoup, ça me fait beaucoup d'émotions ce que tu dis, parce que je crois que j'ai souvent été sérieuse, pas forcément joyeuse, mais mon prénom, et tu le sais pas, mais je te le dirai, mon prénom, Vesselina, ça vient de joyeux. En russe, Vessel, ça veut dire joyeux. Et j'étais sérieuse, j'étais pas spécialement joyeuse. Je l'ai découvert à 40 ans à peu près, donc il n'y a pas tant que ça, hein, il y a bon, une dizaine d'années, quoi. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que je redécouvre chez moi. C'est très marrant, comme si une petite fille de l'époque, elle était très sérieuse et très engagée aussi, et très beaucoup de choses sérieuses. Et la grande fille qu'elle est devenue, aujourd'hui j'anime le yoga du rire, aujourd'hui je crée des jeux transformationnels, des jeux de la joie, enfin il y a ces choses-là que moi je découvre aujourd'hui. Je crois que je n'étais pas forcément connectée à ça, j'étais beaucoup trop sérieuse. D'ailleurs, tiens, j'ai une question pour toi par rapport à l'engagement. Beaucoup de personnes qui sont au potentiel sensible, au potentiel intellectuel, n'importe, enfin, les zèbres, ont cette valeur d'engagement. En tout cas, et parfois c'est un frein. Ça peut être un sur-engagement, ça peut être un sur-obligation. Parfois, on s'engage et on fait tout pour, quitte à se perdre presque dans cet engagement. Comment, toi, tu trouves ce chemin de l'engagement juste pour toi? Non pas un engagement qui te bloque, t'emprisonne, mais un engagement qui est plutôt, comment j'ai envie de dire, oui, joyeux et qui porte, qui a un sens pour toi, toujours un sens pour toi. Est-ce que tu arrives à ça déjà? Je ne sais pas Hmm. si je suis claire dans ma Ah, question. tu es extrêmement clair. Et ouais, tu touches vraiment là à cette polarité de l'engagement lumineux et de l'engagement de l'ombre, en fait. De l'engagement qui nous rend plus vivantes et de l'engagement qui peut nous faire mourir à petit feu. Et je suis de celles qui peuvent être, et encore maintenant, c'est vraiment un chemin surengagé. Euh, on a ces valeurs d'engagement, de justice, voilà, qui sont un socle commun dans notre tribu, je crois. Je crois. Et pour moi, il y a plusieurs choses. Et je le redis, je ne me considère pas du tout comme arrivée dans la capacité de discernement où est l'engagement juste. Mais il y a des questions qui m'aident. La première, et je vais en revenir à la joie, c'est quand je suis exposée à une proposition, une sollicitation, une demande, ou même une simple idée. Et Dieu sait qu'on est en capacité de générer beaucoup d'idées extrêmement séduisantes dans lesquelles on a envie de s'engager pleinement. On est très doué pour ça. Ça vient pas que de l'extérieur. On se les autogénère très très bien. J'ai deux questions que je me pose et que je peux offrir ici. C'est que ferait la joie? Parce que combien de fois, et je me suis combien de fois embarquée dans des engagements par devoir et pas par joie. Donc, bien distinguer que ferait vraiment la joie authentique, la joie pure. Je Ça vois. permet vraiment de distinguer la joie, et je dirais que la polarité opposée, c'est le devoir. Il y a
tellement d'engagement qu'on fait par devoir vis-à-vis des autres, vis-à-vis de on. Et dans le on, il y a tellement de dictates qui nous viennent de partout. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, que ferait l'amour? Et quand je parle de l'amour, je parle avant tout de l'amour de soi. Parce que si c'est l'amour des autres qui prémine, d'ailleurs, on va tordre un petit peu la perception de l'amour des autres, de je veux être aimé des autres. Donc là, il y a plein de brouillage sur la ligne. Mais si je m'aime moi, si je veux honorer la version future de moi, et ça, c'est la troisième chose qui m'aide, je pense à la version future d'Anne-Valérie. Celle qui va avoir à honorer l'engagement, qui va devoir le tenir sur la durée, une semaine, un mois, 6 mois, un an, 10 ans, un engagement d'une relation peut-être. Et je vais voir la version future d'Anne-Valérie, à qui je demande aujourd'hui d'honorer cet engagement. Est-ce que dans un mois, dans 6 mois, dans un an, elle sera contente d'honorer ça? Est-ce qu'elle aura envie? Est-ce qu'elle sera toujours enthousiaste à l'idée de faire cela? Et comment ça sera pour elle d'avoir réalisé ça? Et tu vois, du coup, ça nous amène aussi à voir cet engagement. Est-ce qu'il est aligné avec ma vision? Est-ce que c'est congruent pour moi? Donc, c'est des vraies questions profondes. Encore faut-il prendre le temps de se les poser, parce que parfois, on est aussi tout feu, tout flamme, on dit des oui partout, puis après, on se Carrément. retrouve avec le truc. Oh, ah ben non. Et puis, comme je suis engagée et que je veux assumer, j'ai plus qu'à assurer. C'est ça, hein. Et s'épuiser. Parce que quand Et on assure s'épuiser, et tant qu'il pis n'y a pour pas de ma chance, pomme. c'est J'avais ça. qu'à y penser avant et hop, je me fouette un petit coup en même temps. C'est très intéressant l'histoire de vision. Je te pose une question que habituellement je pose à la fin, mais je te la pose maintenant. Parce que voilà, si tu avais une possibilité d'envoyer un message à toi, à une Valérie de futur, à un Valérie de 80 ans, tiens, d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui aurais envoyé comme message? Est-ce que moi Toi maintenant, si je maintenant? Ouais, tu peux lui passer un message. Hmm. Hmm. Je vais lui dire un truc un peu tordu. Je vais lui dire, eh, oh, est-ce que tu peux, de là où t'es, venir maintenant faire ma garde folle? Je vais lui demander maintenant de me rendre service à moi, tu vois? C'est topissime. J'adore en plus, tu vois, l'expression garde-folle, je l'utilise extrêmement souvent, Ah, moi, c'est parce vrai? que... Ah oui, mais oui, parce que je crois que j'aurais pu demander à ma mamie de 91 ans, Vesselina, de faire garde-folle pour moi maintenant. Et est-ce que tu aurais envie d'envoyer un message à Anne-Valérie, petite Anne-Valérie, petite de l'âge que tu as envie? Qu'est-ce que tu lui aurais Hmm. envoyé? Ah, il y a quelque chose, tu vois, là, je vais vraiment partager ce qui se passe dans mon cerveau avec cette question. J'essaie de trouver là une réponse intelligente avec des jolis mots. C'est pas ce qui vient. La vérité de ce qui vient, c'est tu vas y arriver. C'est beau, non? Tu trouves pas que c'est des jolis mots? Et c'est vraiment, tu vois, j'ai tourné 3 fois autour du truc et non, c'est tu vas y arriver parce qu'elle a vraiment l'impression qu'elle n'allait pas y arriver. Hmm. Merci Anne-Valérie de partager ça en toute vulnérabilité et beaucoup d'émotions. Enfin, moi je sens beaucoup d'émotions dans cet échange, je sais pas toi. Moi Je, aussi. je sens qu'il y a beaucoup d'intensité émotionnelle et comment tu fais avec cette intensité émotionnelle maintenant ou à d'autres moments quand tu es sur scène, quand tu fais tes conférences, quand tu parles des choses qui te touchent? Moi, je sais pas, quand il y a des choses qui me touchent, moi, j'ai des larmes aux yeux qui montent directement. Même parfois en coaching, ça m'arrive. Et parfois des chutes d'énergie, chutes émotionnelles. Comment tu fais avec cette intensité émotionnelle? Je n'ai pas envie de les dire gère, non. Comment tu l'accueilles? Comment tu fais avec? Ah, alors, j'ai vraiment eu deux phases. La phase plus longue de ma vie, et je ne sais pas mettre exactement quand est le point de bascule, mais où j'ai été vraiment carapassonnée sous des armures, des protections, des couches et en mode glaçon. Hmm. En moi, c'était un torrent émotionnel, entendons-nous bien, mais tout était figé, bloqué, enfin tout.
je contrôlais ce que je pouvais contrôler, hein, mais parfois on devient totalement incontrôlable. Mais dans les effusions émotionnelles, ça restait extrêmement contrôlé. Parce qu'en plus de, voilà, je vais dire, j'ai choisi de naître, c'est ma perception en tout cas, dans une famille extrêmement stricte, rigide, où il était très mal vu de montrer ses émotions. Donc, j'ai grandi dans ce cocon carcan et qui a rencontré mon trouble du spectre autistique où j'ai été en mode, voilà, glaçon et souvent jugée comme glaciale, ce qui est extrêmement violent quand on sait ce qu'on vit intérieurement. Et je suis rentrée dans tout ce chemin de développement personnel très tôt, où là, j'ai découvert que, ah, bah, j'ai des émotions, c'est humain, c'est normal, euh, ça gagnerait peut-être à sortir de moi de temps en temps, ces trucs-là. Donc, grâce à tout ce chemin et la méditation qui m'a beaucoup aidée, assez tôt, j'ai plongé dans la méditation. J'ai commencé à laisser ça vivre, s'exprimer, mais avec toujours une espèce de, ah, il faut quand même que je contrôle. Et ça m'a sauvée dans bien des situations parce que pendant 16 ans, j'ai travaillé dans l'univers de la finance, les grandes banques, etc., où il aurait été très compliqué de laisser mes effusions émotionnelles débrider, s'exprimer. Et petit à petit, je me suis autorisée à voir la pure beauté, en fait, de de ces flots, de ces vagues, de ces mouvements, euh, à les aimer et à en faire vraiment des alliés. Je veux être aussi complètement dans la vérité. J'ai des intensités émotionnelles très amples et des intensités énergétiques aussi très amples. Donc, je peux être dans une énergie extrêmement haute, tout feu, tout flamme, prête à embraser le monde de ma flamme, tel un lance-flamme. Et le lendemain, je vais être complètement ratatinée, flagada, raplapla, ressemblant à c'est pas un escargot qui aurait même pu le mouvement de faire ses 300 centimètres dans la journée. J'ai aussi ça. Et j'ai appris à l'anticiper quand même, parce que je sais très bien quels sont les déclencheurs, les catalyseurs, quand est-ce que ça va arriver. Et j'ai appris à me créer des sas. Et pour moi, vraiment, les sas, dont j'ai un besoin fondamental, c'est de partir. Et quand je dis partir, c'est je pars seule, en mode grotte, ermite, caverne. Je ne vois personne, je parle à personne, je suis dans ma bulle et ça me ressource immensément. Maintenant, j'ai appris à l'anticiper assez pour planifier ça. Parce qu'avant, c'était oh, là, je suis au bord de l'implosion, demain, il faut que je parte. On enlève tout et Je décollage, lève je le camp en m'arrête, je suis urgence. plus là pour personne. Maintenant, voilà, j'ai les signaux, je le vois venir, ça se pose dans l'agenda, grosso modo à peu près, hein. Et je vois que aussi la beauté de cette intensité, de l'allégresse, de la joie effervescente, du pétillement, de l'excitation, euh, c'est une chance de vivre ça. Tout le monde ne le vit pas. Alors oui, en contrepartie, il y a des moments de morosité terrible, de noirceur, d'un sombre indescriptible, de tristesse infinie. Il y a ces moments-là aussi. Mais j'ai appris à croire, en tout cas, qu'ils valent la peine pour expérimenter aussi l'autre bout du spectre. Je partage beaucoup ce que tu dis parce que, enfin, je ne vais pas dire ce que moi je ressens parce que je ressens beaucoup de choses de ce genre et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me crée ces sas comme toi. J'essaie de l'analyser, pas l'analyser, je vois venir, je prépare mes retraites à l'avance. Je sais que j'aurai ces sas et je me suis mis à la méditation. Je sais que tu as fait beaucoup dans ce domaine-là. On n'aura pas forcément là le temps d'en discuter. Et ce qui est intéressant, moi, je trouvais comme outil, c'est la compréhension de l'énergie féminine. Mm. Les cycles de l'énergie féminine, est-ce que tu as connaissance, ce que tu utilises, comment c'est, ou peut-être pas du tout, les phases du cycle, est-ce que c'est quelque chose que tu as touché ou pas du tout? Alors, c'est intéressant que tu me questionnes là-dessus parce que
Et j'ai découvert que c'est un des traits autistiques assez courants, cette grande difficulté de relation au féminin, en fait. Et il y a beaucoup de femmes avec ce trouble qui ont un rapport au féminin extrêmement complexe. Ça a été Hmm. très très longtemps mon cas. Petite, j'étais un vrai garçon manqué. Je ne voulais m'habiller qu'en garçon. Je ne jouais qu'à des jeux de garçons. Quand je jouais, je préférais lire. Et j'ai toujours eu un rapport au féminin compliqué, même par rapport aux vêtements, à l'allure, au maquillage. Comme beaucoup de personnes avec ce trouble, moi, ce qui me va, c'est le confort d'abord, plus que l'apparence. Voilà, il y a plein de codes comme ça que j'ai appris à m'approprier, mais qui sont pas mes codes normaux. Tu vois, moi, honnêtement, si je pouvais, je serais en survêt et charentaise tout le temps. Là, je me suis mise jolie, même si on ne voit pas, mais Oui, tu es très jolie, très pétillante, très flamme. donc, pour revenir, pour pas perdre le filet et revenir à ta question, Vesselina, je me suis, au bout d'un moment, quand même plongée sur le vaste sujet du féminin. J'ai Hmm. fait des stages pour m'approprier mon féminin, comprendre mon cycle, etc. Mais pour être tout à fait honnête, c'est toujours resté assez intellectuel. Hmm. Comme j'adore apprendre, j'apprenais, donc ça nourrissait ce mental avide d'apprentissage. Mais je crois que vraiment, si je suis radicalement honnête, c'est jamais quelque chose qui est vraiment descendu dans mon corps Hmm. parce que ce n'est pas moi pleinement cette appropriation en fait. Et en fait, je navigue dans ces deux énergies, ce qui est très bien, mais j'ai jamais pleinement habité ce féminin-là. Et je crois pas que je l'habiterai. Et c'est même plus une quête en fait, parce que j'ai appris à bien vivre comme ça. Je te remercie pour cette réponse. Tu sais, je me reconnais encore une fois. J'ai commencé à lire à 3 ans et j'ai toujours joué avec les garçons. Donc, mais même aujourd'hui, je crois que je ne suis pas encore dans les codes et tout ça. Comme je n'ai pas travaillé dans la finance, je me fais le plaisir d'être habillée de façon confortable, telle que j'aime bien. J'ai une question complètement autre chose et je voulais te la poser parce que je sais que le temps va se rapprocher à la fin et que c'est une question qui est importante pour les personnes qui nous écoutent et on ne la pose pas souvent. Ton rapport à l'argent. Alors, je vais le tourner comme ça pour que ce soit le plus utile peut-être pour les personnes qui nous écoutent. Si tu devais donner une recette ou un conseil ou un message à toutes les zèbres qui sont tellement dans le sens, l'argent c'est mal, c'est sale, etc. Parce que j'entends beaucoup ça, vraiment. Et qui du coup, en tant qu'entrepreneur, puisqu'on est quand même sur cette audience-là, galère pour gagner de l'argent. Comment toi, qu'est-ce que tu aurais dit à ces personnes-là? Voilà, juste comme ça. Oh là là, Vesselina, le piège, le piège. Là, Non, 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 on pourrait non. être parti pour 4 heures, là, si tu me lances sur Non, justement, l'argent. c'est pour ça, tu vois, j'avais vraiment envie de poser cette T'as question. gardé ça pour la fin, alors qu'il nous reste 5 minutes. Bah, écoute, voilà. Tu me donnes un grand défi, là. Comme je Alors, suis pas sûre de t'avoir 2 fois, et voilà, je tire le maximum de ces. mais je reviendrai très volontiers. Je te prends. Non, je vais pas te dire à l'engagement quand même. Je veux pas te dire Est-ce que dirait la joie, que dirait l'amour? c'est ça. Qu'est-ce que Et tu peut-être dirais? même pourras-tu venir sur mon podcast, Vesselina. On en parlera On après en en off. parlera en off. L'argent. Ah, ce cher argent. Jusqu'en 2009, quand j'ai quitté la banque où je brassais des millions qui n'étaient pas les miens, entendons-nous bien, j'avais aucun problème avec l'argent et puis il venait et puis voilà. Et quand je suis devenue entrepreneur, une autre histoire a commencé. Ma première entreprise, c'était un organisme de formation en décoration intérieure et je me souviens très bien. J'étais dans un réseau d'entrepreneurs à cette époque et on avait une réunion un soir. J'avais des très beaux locaux dans le 11e à Paris. Je revois cette image. Et j'évoquais un problème que j'avais, parce que j'avais un gros business, une grosse équipe, etc. J'évoquais un problème avec une collaboratrice et voilà que je trouvais que je la payais trop cher. Et puis il y a quelqu'un du réseau qui me dit, mais Anne-Valérie, tu n'aurais pas un problème avec l'argent? Et là, je me dis, bah, non, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? J'ai pas de problème avec l'argent, tout va bien.
J'en ai, ça va, ça vient, je le dépense pas trop, je le gère bien, non, non, pas de problème. Et cette phrase, elle a cheminé après pendant des semaines, des mois. Elle a ouvert une boîte de Pandore où je me suis dit, mais oui, Anne-Valérie, est un sacré problème avec l'argent. Et, euh, et j'ai commencé à, comme on dit, travailler sur l'argent. Je continue parce que pour moi, c'est un espace d'exploration qui nous confronte fondamentalement à notre relation à nous et à tout. C'est passionnant. C'est un des éléments les plus passionnants. Tu évoquais avec tellement de justesse au début, Vesselina, le fait que être entrepreneur, c'est le plus beau chemin d'exploration, de développement personnel qui soit, et spirituel, je dirais, avec la vie de couple. Une autre belle aventure de la vie. Mais ça sera pour le deuxième épisode du podcast. Je reviens à l'argent. Euh, J'aurais tellement de choses à dire, de conseils à donner. Pour me cantonner à une chose, quand je vois tout ce que j'ai pu faire, j'ai fait des stages et des formations et des machins énergétiques sur l'argent et mes annales akashiques et tout. Ce qui m'aide le plus encore au quotidien, c'est de me questionner sur la relation que j'ai avec l'argent, la relation que je veux avoir avec l'argent. De la même manière que je te disais tout à l'heure que je voyais les mots presque comme des entités vivantes. L'argent, je le vois comme une entité vivante. On parle beaucoup, tu vois, de l'énergie de l'argent, que l'argent est énergie. Ça, je suis d'accord sur le principe, j'ai toujours du mal. Je suis hyper visuelle, donc j'ai besoin de visualiser les choses. Et j'aime me demander si l'argent était un amoureux que j'ai envie d'avoir dans ma vie, est-ce qu'il a envie d'être dans ma vie en fait? Est-ce que je le traite bien? Est-ce que j'ai confiance en lui? Est-ce que je lui ouvre grand ma porte et mon cœur? Est-ce que mon portefeuille est bien joli pour l'attirer? Est-ce que quand il vient, il est libre d'aller et venir comme moi dans ma relation de couple avec mon mari, j'ai envie d'être libre d'aller et venir et de partir à Bali si j'ai envie de partir à Bali. Mais l'argent, fondamentalement, quelle relation avez-vous avec lui? Est-ce que c'est une relation de confiance, euh, de suffisance, d'abondance, de liberté, de joie, de satisfaction, de célébration? Ou est-ce que c'est une relation d'aigreur, Ride. de ressentiment, de haine, de reproche, de manque, de surveillance? Et ça parle tellement, en fait. Et c'est le pur reflet d'une relation qu'on peut avoir en couple, en fait. Et je vois très bien. Et j'ai des moments où je suis en contraction avec l'argent, où l'argent rentre moins facilement, où il sort plus vite que je ne voudrais. Et je vois très bien dans ces moments-là, quand je m'auto-analyse, je m'auto-observe, que ma relation avec l'argent s'est déglinguée, qu'elle s'est désalliée, que je suis partie du côté obscur où je l'aime plus. Il y a de l'aigreur, de la rancœur, du ressentiment. Ça lui donne pas envie de venir, évidemment. Remercie encore une fois pour cette image, en fait, finalement, parce que moi, je visualise très bien cette relation. Ça me fait penser au jeu que je propose là, jeu transformationnel, avec des portraits. Il y a des portraits de l'argent, en fait. Et du coup, c'est comme une relation qui se tisse, ça me parle vraiment drôlement. Enfin, j'adore ce que tu viens de dire. Écoute, il nous reste peu de temps. Est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée? Une question que tu aurais voulu que je te pose, mais j'ai pas fait. S'il y en a une, réponds-y à cette S'il y en question. a une, je la garde pour le deuxième épisode. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de porter là à la fin de l'épisode aux personnes qui nous ont écoutés? Il y a vraiment un message qui m'est très cher et c'est celui qui m'a vraiment aidé dans ma révélation révolution. Ce message qui vaut pour les zèbres, les hypersensibles, les atypiques et au-delà, bien entendu, parce que fondamentalement, on a toutes et tous des cerveaux uniques et différents. On se considère comme câblés différemment, mais on a tous des câblages assez singuliers fondamentalement. Je crois qu'on est vraiment là pour, quelque part, contribuer à la biodiversité de l'humanité. Et j'ai longtemps cru, quelque part, que j'étais comme une mauvaise herbe qui avait été plantée sur Terre, ou un cocotier planté sur la banquise, mais en tout cas quelque chose de contre nature. Et
on enrichit l'humanité. On fait partie de la biodiversité des êtres humains. Seulement, par moments, j'aime parfois avoir des propos hein, qui choquent et piquent un peu. Par moments, ça nous arrange bien de nous cacher. Ça nous arrange bien de nous dire que nous, on est passé, on est trop ceci, on a telle étiquette, tel diagnostic, et que donc ça va justifier le fait qu'on a le droit de rester dans notre grotte parce que, on a été moins gâtés que les autres. Non, justement. C'est encore plus, je crois qu'on a encore plus de responsabilité d'aller oser faire la différence par notre différence. On n'est pas là pour rien, on est là pour beaucoup. Et c'est à nous d'endosser cette responsabilité. Merci hein, Valérie pour ces mots qui sonnent comme un espoir, je pense, pour beaucoup. Je te soutiens et je te rejoins totalement dans ce que tu dis avec les plus grandes joies. Je te remercie beaucoup pour d'être venu parler de toi finalement. On est allé assez profondément, je crois, dans tes expériences et merci d'avoir partagé ta joie, en fait, ta pétillance, ton amour des mots, tes images, tes enseignements aussi, enfin, les leçons que on va peut-être, enfin, on va essayer de s'éviter aussi. J'espère pour les personnes qui nous ont écoutés que ça va donner des questionnements peut-être. Peut-être les questions que tu te poses vont résonner chez les autres et vont pouvoir y répondre. Je te remercie énormément. Je mesure la chance et je suis très heureuse de t'avoir questionné et je suis très heureuse de t'avoir rencontré. Merci. Merci à toi, Vesselina, c'était un plaisir. Merci à toutes et tous de nous écouter et magnifique suite de journée à chacune et chacun. Merci nos chers auditeurs, auditrices d'être là avec nous. Le prochain épisode aux Zébrés sortira dans 2 semaines. Et si ça vous a plu, partagez. Si vous pensez que ça peut être utile aux autres, partagez. Envoyez des messages à Valérie. Je suis sûre qu'elle répondra au moins avec des sourires. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao.